Bonjour à toutes et à tous, je suis Lord Dursidé et bienvenue dans ce troisième épisode de Raconte-moi le podcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les jeux de rôle. Et pour l'occasion, on va accueillir non pas un, mais deux invités en la personne de Lady de Cœur et de Nemrim, qui se sont prêtés au jeu de mes questions pour nous éclairer et nous apporter un peu de leur expérience en la matière. Alors, avant de commencer à découvrir cette première partie d'interview, comme d'habitude, jingle. Bonjour Lady de Cœur, comment vas-tu ? Ça va et toi? Ça va, merci. Commençons tout de suite avec toi, avec la première question. Comment définirais-tu le jeu de rôle ? C'est une bonne question parce que on me la pose souvent, à vrai dire. Si je devais faire un condensé explicatif, je dirais que c'est peut-être une pièce de théâtre interactive ou alors une scène de cinéma interactive où chaque participant ou chaque joueur est un personnage en soi et va incarner un rôle. D'accord. Ouais, ça me semble très clair, merci beaucoup pour ta réponse. Maintenant, on va s'intéresser à Nemrim. Salut Nemrim, comment vas-tu ? Écoute, salut, ça me fait plaisir d'être là. Ah bah ouais, nous aussi, très content de t'avoir au micro, merci beaucoup. Mais merci. Alors on va commencer tout de suite avec la première question. Comment définirais-tu le jeu de rôle ? Pour moi, le jeu de rôle, c'est un hobby, c'est un divertissement. Passer un bon moment entre amis. Le principe du jeu de rôle en lui-même, pour moi, c'est que t'as un narrateur, un conteur, parmi l'ensemble des joueurs. Et lui va faire une proposition de jeu, d'univers. Il prépare un scénario. D'accord. Et les autres joueurs, donc après ça dépend, ça peut être un joueur, comme ça peut être beaucoup plus. Tout dépend ce que tu es capable de gérer. Mais tu as ces joueurs-là qui vont incarner des personnages dans l'histoire que tu proposes. D'accord. C'est eux un peu les héros de l'histoire, Ouais. en quelque sorte. Ouais. Et ils vont vivre ton histoire. Et ils vont peut-être avoir des incidences. Les décisions de tes joueurs vont avoir une incidence sur l'histoire que tu proposes. Et il y a l'aspect ludique Ouais. qui se matérialise un peu avec le jet de dés. D'accord. Quand tu vas faire une action, tu jettes un dé pour savoir si ton action va être positive, négative. D'accord. Ça dépend. Voilà. Et puis évaluer son taux de réussite peut-être aussi ? Tout à fait, voilà. Après, c'est selon les règles que tu vas proposer. Ok, d'accord. Ouais, bah ça a l'air plutôt clair, merci beaucoup. Passons maintenant à la deuxième question. On revient à toi, Lady. Pourquoi tu aimes tant la pratique de ce passe-temps ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, je suis une grande cinéphile, ou en tout cas j'aime tout ce qui est de l'ordre de la création, que ce soit dans l'univers des livres, les films, les séries. Et je trouve qu'avec le jeu de rôle, on pousse le principe plus loin, parce que là où dans une série on essaye d'anticiper l'action des personnages, là ça va plus loin puisqu'on est un personnage à part entière et on ajoute notre propre touche de créativité, notre propre logique, notre propre raisonnement. Donc je trouve que c'est pas comme un jeu de société où tu peux refaire 2 fois la même partie. Pour un même jeu de rôle, même pour l'avoir expérimenté sur un seul scénario, des personnages prédéfinis, Oui. eh bien tu ne peux jamais avoir le même résultat, ni même les mêmes interactions, ni même la même ambiance. Eh oui. Parfois tu as une ambiance plus humoristique, parfois une plus sévère. C'est vraiment passionnant. On va dire c'est un multivers en soi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là et c'est complètement logique étant donné que chaque jeu de rôle dépend pleinement des choix et des décisions de chaque personne et si on change les personnes, même si on garde le même scénario, finalement les choix, il y a de grandes chances qu'ils soient différents ou en tout cas exécutés de façon différente et donc du coup ça change complètement le schéma même de ton jeu de rôle donc c'est vrai que c'est infini comme média. Ok, super, bah merci beaucoup. Maintenant on va poser la même question à Nemrim. Alors on revient à toi Nemrim pour la deuxième question. Pourquoi aimes-tu tant ce passe-temps ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça fait 10 ans que je fais du jeu de rôle et que je prépare des parties. Ah oui, t'as quand Et- même de l'expérience dans le domaine là. Ouais, forcément j'ai appris à aimer ce passe-temps. Et ce que j'aime beaucoup dans le jeu de rôle, c'est vraiment un divertissement social. D'accord. Tu as le jeu de société aussi qui est un divertissement social. Hein. Mais dans le jeu de rôle, tu as vraiment ces interactions où tu travailles aussi sur ta personnalité. J'aime beaucoup ça. Intéressant. Ça te fait travailler l'esprit de coopération. Quand je suis joueur, j'aime bien l'esprit de coopération. Eh Que oui, t'as pas forcément autant quand t'es maître de jeu. d'accord.
Et quand je suis maître de jeu, ça stimule mon imagination. Et oui, bah oui, et ça, c'est sûr que c'est un passe-temps qui requiert vraiment pour le coup, de la coopération avec les autres joueurs que tu peux avoir, quel que soit ton rôle, quelle que soit ta position, ta partie dépend grandement de tes interactions avec les autres, donc c'est sûr que c'est un facteur de lien social intéressant, quoi. Ben, c'est ça. Après, peut-être que ça sera un thème plus tard, peut-être que tu voudras aborder. Mais le type de joueurs où c'est un peu plus difficile à gérer en tant que maître de jeu, quand tu as des joueurs qui n'interviennent pas ou qui ont du mal à interagir avec les autres, en tant que maître de jeu, c'est difficile de les mettre en avant. Ah oui, j'imagine. Bah, tu nous en diras un petit peu plus là-dessus plus tard, mais effectivement, c'est intéressant. Alors, on revient à toi, Lady, pour la troisième question. Quelle est la différence entre masteriser et jouer ? Alors si je devais conserver l'analogie de la pièce de théâtre ou alors de la scène de cinéma, on va dire que masteriser, c'est prendre la place du scénariste et du metteur en scène simultanément. Alors que jouer, tu es un acteur et tu joues ton rôle. Là où le joueur va incarner un personnage en général, bien lui, le maître de jeu, va incarner tous les rôles qui n'ont pas été attribués. D'accord. Donc par exemple, un joueur rencontre un passant dans la rue, et bien ce passant est interprété par le maître de jeu. D'accord. Donc le maître de jeu, vraiment, il aura ces deux aspects, d'interpréter tous les personnages qui n'auront pas été attribués, donc les personnages non joués, D'accord. les PNJ, plus communément. Mais également, c'est lui qui va tisser petit à petit le scénario, tant en prenant en compte sa préparation préalable, mais en tenant aussi compte des réactions imprévisibles de ses joueurs. Et croyez-moi, on a beau préparer tout ce qu'on veut, il y a toujours de l'imprévu, même pour le maître de jeu. Bah oui, bah là, ça rejoint exactement ce qu'on se disait juste avant, c'est que ça reste un média très vivant, donc au final, ça reste imprévisible. Complètement. Et plus tu prévois, moins les joueurs font ce que tu avais prévu. D'accord. Donc, si je comprends bien, le maître du jeu, comme on l'appelle, qui masterise la session, c'est lui qui guide un petit peu les joueurs dans le scénario, c'est ça ? Alors, c'est lui qui propose un scénario à ses joueurs. D'accord. C'est comme si je te proposais 3 portes. Tu peux entrer par celle par laquelle tu veux, alors peut-être que je vais t'en présenter une de façon plus attrayante, en espérant que tu la prennes, mais si tu as envie de prendre une porte totalement opposée, bien prends-la et puis on écrira tous ensemble la suite du scénario. Ah oui, ça doit demander beaucoup de ressources quand même. C'est intéressant. Mais justement, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est ce domaine-là qu'on va approfondir, le mastering. Alors, juste avant de passer à la question suivante, on va quand même demander l'avis de Nemrim. Alors, on se retourne à nouveau vers toi, Nemrim, pour la troisième question. Selon toi, comment tu définirais la différence entre être joueur et être maître du jeu dans le jeu de rôle ? On a un petit peu parlé un peu dans la définition, mais quand tu es maître de jeu, ou je préfère l'expression meneur de jeu, tu as ce rôle vraiment narrateur, un peu metteur en scène. D'accord. Où tu fournis quand même un plus gros travail. En amont, en tout cas en amont, tu fournis un plus gros travail pour que la partie se passe bien. Et ce rôle-là, maître de jeu. Et ensuite, la différence, joueur, c'était plus le côté acteur et le côté où c'est d'accepter la proposition, de t'immerger dans la proposition du maître de jeu. Ouais. C'est comme ça que je différencie, je veux dire différencier les deux rôles. D'accord, oui, mais c'est très clair. Quand on est meneur de jeu, comme tu le dis, on est amené à proposer, comme le disait aussi Lady, un scénario ou quelque chose. Quand on est joueur, on se laisse plus guider déjà par les événements, même si on a une place importante qui va être décisive sur l'incidence du scénario et de ce qui va se passer. Mais oui. Mais des fois, quand on apprécie être joueur aussi, passer de l'autre côté de la table pour souffler un peu et profiter de la partie, quoi. Oui, j'imagine. C'est sûr. Oui, ça crée un certain équilibre aussi de pouvoir toucher un peu à tous les rôles. Ça rend la chose plus complémentaire et du coup, j'imagine que ça doit être plus agréable. Donc n'hésitez pas à essayer d'être maître de jeu. Le message est passé. Alors, on revient à toi, Lady de Cœur, pour la question suivante. Toi qui as l'habitude de masteriser ou d'être une maîtresse de jeu, quel est l'univers que tu préfères masteriser ? Alors j'avoue que pour l'instant, j'ai à mon actif peut-être une vingtaine de sessions, mais de campagnes terminées, je n'en ai qu'une seule, qui est nommée Kiekozi, de fer, de poils et de plumes. Et vraiment, la Kiekozi est un univers à part entière. Là, cette campagne aura été
une histoire de cet univers et il me tarde d'explorer les autres histoires possibles. Hmm, intéressant. Ça nous donne envie d'en savoir un petit peu plus. Mais juste avant, on va poser à Mnemrim la même question. Et puis ensuite, on prendra le temps d'approfondir un peu vos univers. Alors, nous revoici avec Nemrim pour la question suivante. Là, on commence un peu plus à rentrer dans le vif du sujet. J'imagine qu'en 10 ans d'expérience, tu as dû avoir beaucoup d'univers différents et côtoyer beaucoup d'ambiances différentes. Mais parmi ces 10 dernières années, du coup, quel serait, tu dirais, l'univers que tu préfères masteriser ou que tu préfères mener? J'ai pas mal fait vraiment des longues campagnes. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de campagne, c'est plusieurs sessions de jeu dans le temps. Mhm. J'avoue que les univers où plus tourner vers le médiéval, fantastique, Mhm. c'est ce que je préfère. D'accord. Travailler en tout cas, moi, en tant que maître de jeu. D'accord. Je trouve que j'ai plus de facilité à trouver des idées, parce que les idées fourmillent et que Oui. ça développe davantage mon imaginaire. Mhm. Mais oui, de la science-fiction ou du contemporain, je peux en faire, j'en ai déjà fait. D'accord, ok. Est-ce que tu as un exemple précis d'une campagne que tu aimes vraiment mener? L'univers de Phalon, D'accord. qui est la campagne principale en ce moment. D'accord. Donc c'est un univers médiéval fantaisiste, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah ben il nous tarde que tu nous en dises un peu plus sur cette campagne alors. Alors, on revient à toi Lydie de Cœur. Quelle est cette fameuse histoire de Kiekozi? Qu'est-ce que ça raconte du coup? L'univers de la Kiekozi, outre le chapitre qui a été raconté durant la campagne que j'ai menée, est un univers où chaque humain peut se transformer en un hybride humain-animal. Et donc, il existe plusieurs espèces dans lesquelles chaque être humain peut se transformer. Mais outre cette particularité génétique, c'est un monde qui est similaire au nôtre, donc qui aura suivi les mêmes espaces-temps, les mêmes découvertes. Et le but, c'est d'adapter cet élément spécifique avec un contexte réaliste. Donc des fois, ça donne des situations cocasses, certes, mais parfois ça pousse l'imaginaire de voir comment notre monde pourrait s'adapter à cette particularité de la Kiekozi. D'accord, intéressant. Alors du coup ça m'intrigue. Tu peux nous donner quelques exemples de différentes espèces qui existent du coup dans cet univers de Kiekozi? Bien sûr. Alors, par exemple, tu auras comme espèce tout ce qui sont les ailes. Donc un aile, une aile, masculin, féminin. Ce sont des personnes qui ont une apparence humaine, mais qui, lorsqu'elles décident de revêtir leur forme hybride, eh bien, ont des ailes dans le dos, d'assez grande envergure, à plumes, comme un oiseau, ainsi qu'une longue queue, un peu qui serait comparable à une queue de lion peut-être. Ah oui, d'accord. Ouais, Et c'est donc, vraiment un hybride quoi. c'est un hybride, mais ça s'accompagne de facultés. Par exemple, tu vois les ailes, bon, ils savent voler, logique, Ouais. mais du coup, ils vont tirer parti également du fait qu'ils savent voler. Par exemple, ils ont une plus haute résistance en altitude. D'accord. Ils ont de la dextérité, puisque, comme un oiseau, ils volent et peut-être pirouettent dans le ciel. D'accord. Ça va induire aussi des coutumes, peut-être. Oui. Voilà, ce sont des petits détails qui sont la transposition de la réalité, mais qui, dû à cette hybridation de chaque personne, induit un visuel et un développement différent. D'accord, intéressant. Ah oui, ça doit être quand même assez riche. Tu as dû créer tout cet univers par toi-même du coup? Alors, c'est un univers que j'ai créé il y a plusieurs années avec mon chéri, parce Ok. qu'on parlait des différents caractères et on leur a attribué à chacun des créatures hybrides. D'accord. Et ainsi, on a créé un petit peu une histoire autour, que ce soit une histoire culturelle, une histoire sociale, une histoire ethnique, D'accord. mais on n'avait pas eu l'occasion d'en faire une histoire concrète. Si tu veux, on avait mis les fondations, les murs, mais on n'avait rien mis à l'intérieur. Et justement, ce jeu de rôle, donc que j'ai mené plusieurs années après la création, cet univers, on l'a créé avec mon chéri il y a peut-être une dizaine d'années, Mhm. mais je l'ai concrétisé en jeu de rôle ces derniers mois. Et là, du coup, j'ai pu appliquer dans une histoire précise, avec des joueurs précis, qui ont chacun leur créature, et bien l'adapter. Si vous êtes allé au bout de votre univers en créant une histoire, des cultures, des traditions, j'imagine, vraiment aller au bout, peut-être aussi, alors tu dis que c'est une transposition de la réalité, mais du coup l'histoire, est-ce que l'histoire est un peu différente? Peut-être l'histoire avec un grand H est peut-être un peu différente? Oui, c'est sûr qu'il y a l'histoire avec un grand H comporte des petites différences qui sont induites par ces créatures hybrides. Par exemple, des divergences d'opinion,
des alliances politiques ou au contraire des mésententes politiques du fait de ces créatures. D'accord. Donc l'histoire avec un grand H se mêle à une histoire que nous avons inventée. Ouais, c'est intéressant, ça a dû demander beaucoup de travail et beaucoup d'imagination, Bien sûr. mais j'imagine que ça a dû être passionnant à faire et quand on est passionné, de toute façon, ça coule de source, donc ça a dû être intéressant. Alors là, tu nous as parlé vraiment de ton univers. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'histoire que ça racontait? Eh bien justement, là on aborde pile le sujet de le mix entre les créatures hybrides et l'histoire avec un grand H, puisque cette histoire de Kiekozi se déroulait lors de la révolution industrielle en France, D'accord. donc dans les années 1886. Oui, d'accord. Et le grand thème, c'était la construction de la tour Eiffel. Ah, Donc on est quand même sur des éléments concrets. oui. Je ne vous raconte pas le nombre de documentaires que j'ai regardés concernant la tour Eiffel, Ah les oui, j'imagine. intervenants et autres, mais je l'ai transposé en imaginant que par exemple Gustave Eiffel avait sa propre créature, c'était un tigre ailé, Ok. mais aussi du coup en donnant aux joueurs une mission comme s'il y avait une histoire cachée derrière l'histoire avec un grand H. D'accord. C'est-à-dire qu'une organisation criminelle a commencé à menacer Gustave Eiffel quelques mois avant le début des chantiers de la tour Eiffel. D'accord. Et donc, Gustave Eiffel a fait appel à mes joueurs pour démanteler cette organisation et ainsi permettre la construction en temps et en heure de la tour Eiffel pour l'exposition universelle. Waouh, ça devait être passionnant. Oui. C'est intéressant comme thème parce que bon, quand on pense jeu de rôle, on pense quand même tout de suite à des jeux de rôle médiévaux, mais ça peut aussi être quelque chose de très moderne au final. Bien sûr. Alors maintenant, on va s'intéresser à Nemrim et à l'univers de son jeu de rôle à lui. Alors, on retrouve Nemrim pour la question suivante. Alors, tu nous as parlé un petit peu très rapidement de Falonde tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet univers, nous raconter un peu l'histoire que ça raconte, et puis rentrer plus en profondeur dans ce sujet? Alors, par où commencer? Par où commencer? Parce que l'univers, je l'ai travaillé à partir d'une carte. J'ai D'accord. d'abord créé la carte avec un ami. Mhm. Et à partir de la carte, j'ai commencé vraiment à créer tout ce qui est autour, enfin tout ce qui, la géopolitique, l'aspect commercial, etc. Mhm. Et l'intrigue de fond. D'accord. Mais sinon, après l'univers, bon, c'est un univers où il y a différentes espèces, il n'y a pas que des humains. D'accord. Il y a d'autres différentes espèces qu'on peut retrouver dans la fantasy classique. D'accord. Donc les nains, les elfes, par exemple. D'accord. C'est un univers qui est toujours en expansion. Enfin, en expansion. Je peux toujours inventer des petits détails, des petites choses, Oui. des petits ajouts à cet univers. D'accord. Surtout au début, j'avais un peu plus de marge pour créer des choses. Maintenant, un peu moins. Oui, Maintenant que les choses sont un peu plus établies, plus étoffées. j'imagine. Mais voilà, je peux toujours ajouter des petites choses, des petits détails dans l'histoire. Mhm. Et j'ai plusieurs joueurs qui évoluent selon leurs objectifs personnels et qui coopèrent pour voilà, réussir des missions qui peuvent aller à la traque de créatures, une enquête. D'accord. Ça peut, voilà, en gros, comment ça se passe. Ok, ouais, cet univers. ça a l'air assez varié quand même comme univers et ce que tu proposes, ça donne envie, c'est intéressant. Tu as évoqué rapidement l'histoire de fond tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Il y a un aspect géopolitique, il y a plusieurs factions en réalité. D'accord. Il y a plusieurs duchés, il y a des ducs qui gèrent un petit peu leur territoire. Mhm. Et tu as une menace en toile de fond Mhm. qui essaie voilà, d'avancer ses pions un peu dans l'ombre. D'accord. Et les personnages, les joueurs, vont être confrontés à ça à un moment donné. D'accord. Et pourront ensuite enquêter sur une menace voilà, grandissante Mhm. qui se passe dans un territoire un peu isolé. C'est un peu une D'accord. terre un peu... voilà, un terrain inconnu où plus personne n'y va, ou alors très peu. On hausse des expéditions sur ces terres désolées. D'accord. Et les joueurs vont essayer d'enquêter dessus, d'essayer de comprendre ce qui se passe, quelle est l'ampleur de la menace, s'ils peuvent essayer de trouver un moyen voilà, de lutter. Ouais, ça a l'air assez complet, cet univers et cette histoire. Comme je le disais, ouais, ça fait bien envie. Donc ça a l'air sympa. Alors on va retourner à Lady de Cœur. Alors on revient à toi, Lady de Cœur, pour du coup retour à la Kiekozi, donc que tu nous parlais tout à l'heure, avec ces différentes créatures et cette construction de Tour Eiffel, menacée en tout cas.
Dis-nous-en un petit peu plus. Tu sauras que la première session a eu lieu le 2 décembre 2024. D'accord. Et lors de cette session, j'ai intégré le premier qui était intégré à cette session. Et au fur et à mesure, j'ai déroulé l'histoire jusqu'à ce qu'on arrive à un total de 3 joueurs permanents, D'accord. plus un joueur occasionnel qui, pour le plaisir, est venu incarner des personnages que je lui ai prédéfinis à 2 reprises. D'accord. Voilà, mais qui n'étaient pas associés de façon permanente. C'était l'intérimaire. D'accord, Voilà. je vois. Après, pour plus de détails, donc, on a fait 13 sessions. Ah oui, Donc on a terminé, la dernière c'était le 23 juin 2025. d'accord. Donc on est à peu près sur 6 mois. 6 mois pour la campagne. Ah oui, vous avez bien bûché quand même. Enfin, vous avez carburé, hein. Oui, 13 sessions en 6 mois, c'est énorme. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mes joueurs étaient très coopératifs. D'accord. Petite technique que je partage avec mes confrères et consoeurs maîtres de jeu. Je me fixais un point d'honneur à caler avec mes joueurs la date de la prochaine session dès la fin de la session faite. Parce que comme ça nous permettait de prévoir suffisamment en avance pour pas trop traîner. Parce qu'avec les obligations de chacun, quand on commence à proposer une date, parfois on peut attendre jusqu'à 3 semaines le temps de réunir tout le monde. Eh oui. Mais là, en faisant ça, du coup, on anticipait et ça évitait les trop longs écarts qui font perdre un peu de dynamisme au jeu, tant des joueurs, mais également à la maîtrise du maître de jeu. D'accord. Alors merci Lady pour cette réponse. Maintenant on va se tourner vers Nemrim pour la même question du coup. Nemrim, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail du côté plus concret ou du côté plus pratique de cette campagne? Depuis combien de temps tu l'as? Combien de joueurs tu as? À quelle fréquence tu l'as fait, etc. Ouais, j'ai retrouvé la date exacte. Tiens, C'est à partir de février 2024. d'accord. Février 2024, ça fait plus d'un an que j'ai commencé cette aventure avec des amis. Ouais. Et on va dire que la particularité en effet de ce jeu de rôle par rapport à ce que j'ai pu faire avant, c'est le nombre de joueurs. Tiens. J'ai 10 à 12 joueurs qui jouent sur le même univers. Ah oui. Après, je te rassure là-dessus, c'est 10 à 12 joueurs mais qui ne jouent pas en même temps. Ah, d'accord. Un roulement du coup? Exactement. D'accord. Ce qui veut dire en fait que je laisse énormément de liberté à chaque personnage, à chaque joueur qui intervient, Mhm. de rester dans un même groupe ou de le quitter, D'accord. faire même des sessions solo s'il le faut, pour qu'ensuite il croise la route d'une autre équipe, d'un autre D'accord. joueur par exemple. D'accord. Donc ça permet de varier, d'entrecroiser les personnages, les vécus. D'accord. Je trouve ça intéressant. Ah oui, ça rend vraiment cet univers et cette histoire vraiment vivant pour le coup. Et c'est pas du tout statique, c'est en évolution constante et pour le coup, même toi en tant que meneur du jeu, tu sais pas trop à quoi tu peux t'attendre d'une session à une autre en fonction vraiment de ce que tes joueurs vont décider de faire, de leur propre mission ou de leur propre but quoi. C'est sympa. Il y a des choses que tu peux anticiper, mais tu peux pas tout Eh oui. anticiper. Il y a des choses que vraiment, oui, des fois mes joueurs me surprennent. Ah oui, j'imagine. Bon, j'imagine que c'est très aléatoire et que c'est très variable, mais là, à l'heure qu'il est, ça te fait combien d'équipes de joueurs? Là, je pense que je vais avoir 3 groupes principaux, D'accord, de 4 à 6. Là, D'accord. je dirais. ok. Parce que j'ai 2 joueurs qui vont se greffer à un groupe de 4. D'accord. Oui, donc mine de rien, parmi tes groupes, tu as des groupes assez conséquents de joueurs à gérer. Et du coup, tu préfères plus mener le jeu quand tu as moins de joueurs autour de la table, 2 ou 3, ou est-ce que tu préfères plutôt quand c'est des plus gros groupes, genre 4 ou 6 joueurs, comme tu l'évoquais? La réponse, elle peut tellement varier. Il n'y a pas que ce facteur de nombre, en fait. Ouais, Ça va dépendre avec qui tu joues. d'accord. Imagine tu joues avec 2 personnes, mais les 2 personnes, elles parlent pas beaucoup. Oui, Il y a très peu d'interactions entre elles. C'est la galère, hein. ah oui, j'imagine. S'ils ont, les deux ont de la tchatch et ils ont du bagou, ça va. Oui, Ou au moins un, bon, qui essaie de faire un peu ouais, de la conversation. Donc là, je te dirais, ouais, c'est compliqué. D'accord. En vrai, moi, je dirais le groupe que je préfère, ça serait peut-être 3, 4. ok. Idéal, je pense, Ok. pour des bonnes parties. Mais ouais, j'étais plus à l'aise avec 3, 4. Et 6, ça peut bien se passer. Mais si t'en as plein qui font tout et n'importe quoi, qui partent dans tous les sens. Allez, derrière, il faut suivre. Là, quoi. là, c'est chaud. Là, c'est très très chaud. J'imagine. Donc, je dirais 3, 4. D'accord. Pas forcément peu ou beaucoup. Mhm. C'est le chiffre que je conseille, on va dire. Ok, ouais, c'est le juste milieu. Ouais, c'est compréhensible. Alors, Lady de Cœur, on te retrouve à nouveau, cette fois pour savoir pourquoi cette campagne Kekozi est ta préférée. Alors, tu nous as dit que c'était ta première vraie campagne, enfin ta seule vraie campagne que tu avais finie, c'est ça? Oui. Mais du coup, tu nous disais tout à l'heure que la Kekozi, c'était vraiment le jeu de rôle sur lequel tu prenais le plus de plaisir à masteriser.
La question, c'est de savoir pourquoi. Alors il y a déjà deux aspects. Déjà l'aspect que c'est un univers qu'on a créé il y a une dizaine d'années, comme je te l'expliquais, ce qui fait que j'ai une idée très claire et très précise. D'accord. Ouais, tu maîtrises ton univers. Voilà. Tu le connais par cœur. L'univers, on le connaît par cœur, il est bien cadré. Pour te dire, on a même créé une carte du monde revisitée en ajoutant des continents et des territoires attribués à chaque créature. Ah oui, et vous avez fait cette carte-là avant de commencer à travailler sur le jeu de rôle, c'est ça? Oui. Ah oui, donc vraiment, vous étiez à fond dans votre construction d'univers. Ah oui, bien Ok, sûr. ok. Pour te dire, si j'aime autant cette campagne, c'est que j'étais très triste de ne pas pouvoir exploiter cet univers. D'accord. Parce que, oui, tu crées l'univers, tu peux l'expliquer à tes amis, mais c'est un peu creux si tu n'expliques que des règles et qu'elles ne s'appliquent pas. Écrire un livre, je m'en sentais pas forcément le talent pour. D'accord. Mais par contre, un jeu de rôle, je trouvais que c'était une façon de bien l'exploiter. Parce que tant moi, en tant que maître de jeu, je pouvais mettre en place les règles de l'univers qu'on a créé, autant les joueurs, eux, pouvaient rentrer dedans, découvrir l'univers. Et là, c'était tout de suite plus concret que si je leur expliquais juste les règles. Puisque là, ils incarnaient chacun une personne qui a sa créature hybride et ils en prenaient petit à petit possession. Ouais, c'est sûr, ouais, je comprends. C'est toujours plus kiffant d'inviter les gens à venir s'imprégner pleinement d'un univers qu'on a pris le temps de vraiment créer et qu'on s'est donné du mal pour mettre en place. C'est sûr que c'est bien plus intéressant de les faire expérimenter par eux-mêmes que simplement de leur expliquer factuellement ce qu'on a créé, même si ça peut être très kiffant aussi. Mais je pense que l'approche est différente et du coup, le résultat et le ressenti doit être complètement différent aussi. Oui, c'est une façon ludique et interactive de partager notre création. Donc clairement, la Kiekozy, c'est mon bébé. Et aussi, on a la fierté de se dire que peu d'univers lui ressemblent dans la fiction, que ce soit film, livre. J'ai jamais réussi à retrouver quelque chose de très similaire à ce qu'on avait créé. D'accord, ok. Alors on retrouve Nemrim pour la question suivante. Pourquoi est-ce que Falonde, du coup, c'est alors qu'il est ton univers un peu préféré? C'est un peu un univers un peu test D'accord. dans le nombre de joueurs. C'était D'accord. un petit peu le challenge en fait. Ok, Et là, ça me permet d'avoir vraiment toute une variété de joueurs différents à tester. d'accord. Là, ça me permet de varier en fait les expériences. D'accord. Parce que même tu vois, dans cet univers, je peux faire de l'exploration, donc de l'enquête. Il y en a un Oui. peu pour tous les goûts Oui. en réalité. Eh oui, oui, Ce que j'aime bien, c'est aussi ça apporte énormément aussi de richesse à l'univers. d'accord. D'avoir autant de personnes différentes, tu veux dire? Ouais, parce que quand on travaille les personnages, ça va me donner des idées aussi. Je raccroche un peu l'historique, le passé du personnage de mon joueur à l'univers, c'est important. Et ça me permet en fait d'avoir de nouvelles idées sur l'univers, comment l'étoffer, le travailler encore plus en profondeur. D'accord. Ouais, je comprends, ouais. C'est intéressant, ça paraît inédit un peu. T'es la première personne que j'entends évoquer cet argument de dire que le fait d'avoir plein de joueurs, ça permet aussi de pouvoir avoir des profils de joueurs différents et de pouvoir varier aussi du coup les expériences que tu vas leur proposer. Et oui, c'est vrai que c'est un argument qui tu m'étonnes en tant que meneur de jeu, ça doit être intéressant, très enrichissant en tout cas de mettre ça au point, quoi. Alors, Lady de Cœur, on te retrouve pour la question suivante. Quels sont les défis que tu as dû relever lors de la préparation de tes sessions dans le cadre de cette campagne Kiekozy? Alors il y en a eu plusieurs. Il y en a eu certains de type logistique. C'est bête, mais moi je connais mon univers, donc je me pose plus de questions sur certains aspects techniques, mais mes joueurs non. Donc j'ai dû créer des supports informatifs pour, par exemple, présenter chaque créature aux joueurs, les caractéristiques physiques, les caractéristiques sociologiques ou culturelles de ces créatures, pour que chaque joueur puisse choisir la créature qu'il voulait. D'accord. Donc déjà, j'ai dû créer des supports. La carte, elle était déjà créée, mais la rendre bien lisible, ça demande un certain travail également. Et accessoirement, le maître de jeu a un rôle de scénariste. Donc tenir en haleine le joueur en créant un scénario qui suit une trame que tu t'étais à peu près prédéfinie, mais qui englobe les décisions que tes joueurs ont prises, ça demande un boulot monstre. Par exemple, je sais qu'une fois, j'avais préparé une session qui, au vu des décisions des joueurs, a été faite en 4 fois. Ah oui. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'ils feraient toutes les actions en une session, alors que eux, ils l'ont fait en 4 sessions. Ah oui. Ce qui fait que j'étais prête longtemps à l'avance, mais que ce que j'avais prévu pour la fin de session ne correspondait plus du tout avec les décisions de mes joueurs. Ah Ce oui, qui fait que j'imagine. jusqu'à aujourd'hui, il y a des endroits où ils ne sont jamais allés, des secrets qu'ils n'ont jamais découverts, qui n'ont pas impacté leur jeu, bien sûr. Ils ont trouvé d'autres informations qui les a aidés. Mais j'ai encore des parties de scénario qui n'ont pas été exploitées par mes joueurs, alors que la campagne est
complètement terminé. C'est excellent. Bah, c'est là qu'on voit la force du jeu de rôle aussi, quoi. Hein. La force aussi d'un bon maître de jeu, c'est de savoir aussi s'adapter à son auditoire et aux décisions qui sont prises. C'est intéressant. Et puis parfois, ça fait mal au cœur parce que tu prévois une scène incroyable, t'as trouvé la musique, t'as créé des images de représentation et tes joueurs ne jouent jamais cette scène. Et parfois, ça peut être un poil frustrant. Ah oui, j'imagine. J'imagine, surtout vu tout le boulot que tu y mets derrière. Bien sûr. Mais du coup, quand c'est comme ça, tu fais quoi? Est-ce que tu forces un peu le scénario ou tu diriges le scénario pour aller dans cette direction? Ou est-ce que vraiment tu laisses tes joueurs pleinement libres de leur choix? Non, je suis vraiment dans l'optique de laisser le libre choix à mes joueurs. D'accord. Après, parfois, s'il s'agit d'un élément clé ou capital dans l'intrigue, je vais essayer de le recycler, entre guillemets. D'accord. De le proposer sous une autre forme, à un autre moment, D'accord. ou que l'information arrive par un PNJ, donc un personnage lambda que moi je vais interpréter. Ouais. Mais à moins que ce ne soit vital pour leur compréhension de l'histoire qu'ils aient cette information, elle peut complètement passer à la trappe et c'est pas grave. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est beau comme travail que tu fais là pour aider tes joueurs à vraiment bien profiter de ce jeu et vraiment prendre leurs décisions et les mener jusqu'au bout. C'est vraiment beau. Hein. Alors on va poser la même question à Nemrim du coup. Alors Nemrim, on te retrouve pour te poser la même question qu'à Lady. Quels sont les challenges que tu dois relever dans le cadre de ta préparation pour cette campagne Falondre? Les challenges, c'est souvent les difficultés qui me sont, moi, personnelles, que moi je peux rencontrer. Moi, je sais que par exemple, c'est la mise en ambiance. J'aime bien vraiment que les joueurs soient immergés. D'accord. Essayer en tout cas de le faire le mieux possible. Donc, moi, c'est la mise en ambiance. D'accord. Et autre challenge, c'est anticiper les décisions de mes joueurs. Au Oui. mieux, trouver un peu toutes les voies qui peuvent suivre, qu'il y ait moins de blanc, par exemple, tu vois. Moins de moments de réflexion, Oui. pour que ce soit plus fluide. Ouais, plus fluide. D'accord. Exactement. Et aussi la page blanche. Le Ah, phénomène de la page blanche. tiens, le fameux. Forcément, Ouais. c'est un peu des obstacles Ouais, qui j'imagine. peut survenir lors de la préparation. Quoi. J'imagine. Et du coup, ce phénomène de la page blanche, tu l'as régulièrement ou c'est assez occasionnel quand tu y fais face? Ça peut arriver régulièrement parce Ouais. que selon ta journée, t'as pas forcément les idées. Quand tu veux t'y mettre, tu te forces à t'y mettre en fait. Tu te dis, allez, à cette heure-là, je prépare mon scénario, c'est mon créneau. Ouais. T'as pas forcément les idées qui te viennent Ah oui. parce que tu les as pas forcément à ce moment-là. Ouais, je comprends. Donc ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver malheureusement. D'accord. Et Ok. à partir de là, faut pas non plus trop forcer. Oui. Ok. Tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Justement, j'ai une question qui en parle. Du coup, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais je suis curieux de savoir comment tu contournes du coup cet obstacle. Alors Lady, on revient à toi pour savoir où est-ce que tu trouves l'inspiration nécessaire pour la préparation de chaque session. Alors, c'est une question qui est difficile parce que même parfois, quand tu es maître du jeu, tu te retrouves devant ta feuille à te dire, bon, mes joueurs ont fait ces actions, qu'est-ce que je peux leur proposer ensuite ? Parce que tu as un équilibre entre, tu peux pas toujours proposer des scènes intenses, que ce soit en action ou en émotion, à longueur de jeu de rôle et à longueur de campagne. Sinon, ça lasserait ton public qui est aussi tes joueurs Eh oui, et on perdrait toute saveur. Au final, on serait habitué à ce que ça se passe. eh oui. Donc l'inspiration, on va dire qu'elle vient de plein de biais différents. Peut-être qu'elle va venir d'un élément scénaristique d'un film, d'un livre que j'ai bien aimé, D'accord. ou un seul personnage. Je me dis ce personnage est intéressant, j'aimerais le réexploiter dans ma campagne et le faire rencontrer à mes joueurs. D'accord. Parfois, c'est improbable, mais ça m'arrive d'écouter des playlists aléatoires sur Spotify et j'entends une musique. Et là, j'imagine tout de suite une scène pour mes joueurs. Je me dis, cette musique, il va se passer telle chose pour tel joueur avec ces enjeux et ce sera une illustration parfaite. En fait, c'est tout simplement un croisement de plusieurs arts qui te donne l'inspiration. Ou même, ça peut être des situations de la vie courante. Bien sûr. Bon là, forcément, vu que ça traitait d'un thème historique, la Tour Eiffel, ça a été facile quand même de créer des personnages autour de mes joueurs, puisque c'était inspiré de la réalité. Donc je me suis renseignée sur l'histoire de Gustave Eiffel, de ses associés, de ses opposants, du contexte géopolitique de l'époque. Ouais. Donc vraiment, ça a été une bonne aide. Mais pour mes prochaines campagnes, on va se passer de l'histoire avec un grand H pour se concentrer sur de la création pure et dure. Ah, exercice intéressant donc. Oui, un nouveau challenge. Eh ben, il nous tarde de voir ce que ça donnera. J'espère que tu nous en diras plus. Alors Nemrim, on te retrouve pour la même question. Où trouves-tu l'inspiration pour préparer tes sessions de campagne?
Alors du coup, tu nous parlais tout à l'heure de ce phénomène de la page blanche. Comment tu fais pour le contourner finalement? Quelles sont tes sources d'inspiration qui te viennent peut-être à ce moment-là ou même simplement quand tu prépares tes campagnes? De base, une source d'inspiration, ça peut en effet sur ce que je peux écouter, les séries, des films, tu peux toujours avoir des Ouais. idées de scénarios intéressants à reprendre. Oui. Moi, c'est plutôt plus davantage ce que je lis. D'accord. Hop, quand j'enfourne un peu les romans fantastiques, donc Ouais. c'est comme ça que l'inspiration peut venir. Ok. Et après, pour vraiment, si vraiment le problème de la page blanche survient, malgré ça, soit en effet, il suffit de faire une petite pause. Voilà, de passer à autre chose. Et des fois, l'inspiration, elle arrive à des moments où tu t'y attends pas. Et là, hop, tu prends note de l'idée qui survient, hop, tu fais le ménage chez toi, t'as une idée qui arrive, là, alors que tu fais l'aspirateur, faut la noter, sinon tu l'oublies. Ah oui, j'imagine. Et aussi, après, ça peut être sujet à débat, mais l'intelligence artificielle. D'accord. Utilisée avec parcimonie, voilà, pas utilisée n'importe comment. Oui, bien sûr. Dans le sens où, si tu fais un scénario entièrement sous intelligence artificielle, ça t'appartient plus vraiment, quoi. Bah oui. J'aurais moins de plaisir, tu vois, à faire un scénario qui est entièrement fait par IA Oui. que quelque chose qui est pondu de ma cervelle, quoi. Bien sûr. Bah oui, c'est compréhensible. Tu t'investis pas pareil dans le Voilà. processus de création. Mais dans le phénomène de la page blanche, tu soumets ta petite partie de scénario que tu as commencé, ta petite bribe, tu dis voilà, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que tu me proposes comme solution? Tu proposes à l'IA. Et là, il va te faire des suggestions intéressantes. Tu vas pas forcément prendre, mais ça peut te. Ça peut te mettre sur la voie. Une idée intéressante, tu dis tiens, ça me donne une idée. Ok. Ouais, c'est intéressant. Bah finalement, c'est un peu comme si tu demandais l'avis à une personne tierce, sauf que cette personne-là, elle a toujours de l'inspi, donc du coup, c'est plus pratique. Ouais, je comprends, ouais. D'accord, c'est intéressant, mais du coup c'est bien comme tu l'as précisé. J'imagine d'utiliser ces outils-là avec parcimonie parce que après effectivement malheureusement on peut perdre un peu l'essence aussi de la beauté du processus de création en lui-même. Mais bon après chacun est différent et chacun le prend comme il le souhaite et c'est très bien aussi comme ça. Hein. Oui voilà, chacun fait comme il le souhaite bien entendu. Mais c'est sûr que je prendrais moins de plaisir dans ce cas de figure. Ouais, j'imagine. Alors Lady, on revient vers toi pour savoir, du coup, toi de ton côté, cette campagne est bouclée, la Kekozi, elle est terminée. Globalement, tes joueurs, ils en ont pensé quoi? Ils ont bien aimé? Je pense, on va mettre cette précision à chaque fois, je pense qu'ils ont bien aimé. Je pense qu'ils ont été contents aussi de l'issue puisqu'ils ont réussi à défaire cette organisation secrète criminelle. D'accord. Et ce qui me touche le plus dans le retour de mes joueurs, c'est pas forcément me dire « Ah, cet élément scénaristique était bien » ou « Ça, c'était une bonne idée », puisque eux, ils vivent l'action. Eh oui. Mais le retour que j'ai aimé avoir de mes joueurs, c'est de voir que chacun a créé un personnage différent dans cette campagne. Des personnages qui ne se connaissaient pas, des personnages qui n'étaient pas toujours d'accord, ni n'avaient les mêmes intérêts. D'accord. Mais lors de la dernière session, je me suis rendu compte que mes joueurs s'étaient tellement impliqués et pris au jeu que l'adieu des personnages entre eux, des personnages fictifs vraiment, a été assez émouvant. Dans le sens que les 2 premiers joueurs qui ont intégré cette campagne ont été les 2 premiers à être confrontés à cette organisation criminelle qui leur en a fait baver, c'est sûr. Et du coup, leurs adieux à la fin de cette campagne étaient vraiment touchants. Donc c'est là que je me dis que même si j'ai pas un retour textuel de mes joueurs, je pense en tout cas que cette histoire aura, je l'espère, su suffisamment les impliquer pour qu'ils se deviennent attachés à l'histoire, à leurs personnages et également aux personnages qui étaient joués en face d'eux. Finalement, c'est, j'imagine, le plus beau des retours qu'en tant que maître du jeu vous pouvez recevoir, c'est ça, c'est voir quand on aime une histoire, qu'on s'y implique réellement, qu'on s'y implique dans tous les sens, que ce soit dans notre façon d'interpréter ou dans notre façon de vraiment nous attacher au personnage, de vraiment coller à nos motivations en tant que personnage, etc. Ça doit être un retour extraordinaire à recevoir, j'imagine. Oui, l'implication des joueurs, je pense que c'est le meilleur retour positif que l'on puisse recevoir. Parce que quels que soient nos mots d'appréciation ou autres, là c'est sur le moment que tu vois tes joueurs impliqués, excités et également vraiment attentifs à tout ce qui pourrait se passer. Ah oui, j'imagine. On va poser cette même question à Nemrim du coup. Alors Nemrim, nous revoici vers toi pour te poser cette question qui n'est pas facile, j'en suis bien conscient. Quels sont les retours de tes joueurs sur ta campagne Falonde? Alors là, comme on parle d'une campagne qui fait partie de mes dernières campagnes, donc je suis déjà un peu rodé en tant que maître de jeu, j'ai tendance à avoir soit des retours positifs, des bons retours, tu vois,
ou très peu. Enfin, des retours très discrets parce que je suppose que ça a l'air d'aller. Oui. En tout cas, s'ils reviennent, mes joueurs, c'est que ça va. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai très peu de retours pour me dire ah, ça, peut-être que j'aurais préféré que ça se passe comme ça. D'accord. Ou qu'on passe plus de temps sur cette scène, par exemple. J'ai moins de retours comme ça. D'accord. Au début, avant Finlande, tout ça, j'avais un peu plus de retours négatifs, enfin Oui. de retours à améliorer parce que tu te peaufines, Bien sûr. t'améliores. Là, beaucoup moins, et c'est un peu dommage. D'accord. C'est un peu dommage. Après, je me fais l'autocritique. D'accord. La critique, comme on me fait pas, moi je la fais moi-même. Des fois, je suis pas content, je me dis ça, ça, j'aurais pu mieux faire à ce moment-là, ce genre de choses. D'accord. Alors, Lady, tout à l'heure, elle parlait du fait que l'un de ses plus beaux retours, finalement, c'était pas tant le retour textuel, mais c'était surtout de voir l'implication de ses joueurs dans sa campagne et comment eux, ils s'impliquent et comment ils décident d'interpréter leur personnage à fond, etc. Est-ce que toi, de ton côté, tu partages aussi cet avis-là? Est-ce que tu dirais que c'est un bon moyen d'évaluer si tes joueurs apprécient vraiment ton univers en l'habitant vraiment et en prenant chacun leur marque dans ton univers comme s'ils y étaient vraiment, etc. Ah oui, ça c'est clair. Surtout quand c'est un univers que tu crées de ta propre imagination, les joueurs qui arrivent à s'immerger dedans, voilà, peut-être qu'il y a des petites choses qu'ils vont pas imaginer exactement comme toi tu le vois, Oui. mais qui s'accaparent certaines choses. C'est toujours super agréable, super intéressant. Et tu dirais du coup que ça t'arrive dans Finlande de voir ce genre de phénomène se produire? Honnêtement, oui. Ouais. Oui, parce que quand tu vois des personnages qui réagissent à certains personnages qui arrivent, des personnages voilà, que moi j'interprète pour qu'il y ait des interactions, que tu vois qu'il y ait il y a des sourires, il y a de la rigolade, ou des moments un peu plus tendus aussi, qu'il y a des réactions comme ça, ouais, c'est clair. Ok. Merci d'avoir écouté cette première partie d'interview. Rendez-vous très prochainement pour découvrir les suivantes sur ma chaîne. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour justement ne rater aucune de mes notifications. Laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de noter ce podcast sur Spotify. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une bonne journée. À plus!